La domestication des plantes, chapitre terminal, spécialité SVT. Nous allons travailler aujourd'hui sur les défenses des plantes domestiques. La perte de certaines caractéristiques des plantes sauvages, comme par exemple des défenses chimiques ou des capacités de dissémination, et l'extension de leur culture favorise le développement des maladies infectieuses végétales. Personne, que ce soit les animaux, les végétaux, les humains, etc., personne ne peut échapper aux maladies. Les plantes encore moins. Ces fragilités peuvent être et doivent être compensées par des pratiques culturales spécifiques. Danger, danger, danger. Donc nous allons voir quelques mécanismes protecteurs chez une plante sauvage, par exemple production de cuticules, de toxines, d'épines, etc. Et nous allons les comparer à ceux d'une plante cultivée. Alors nous ne prendrons pas tous les exemples, nous allons prendre un ou deux exemples. Nous allons voir également les risques qui sont induits par l'homogénéisation génétique des populations végétales, par exemple sensibilité aux maladies, c'est-à-dire par exemple crise de la pomme de terre en Irlande, conséquence d'une infection virale chez la banane, etc. Bon, on ne pourra pas tout étudier, on prendra quelques cas. Alors, quels sont nos objectifs ? Eh bien, nous avons vu dans les cours précédents que de nouvelles variétés génétiquement très homogènes peuvent être créées. La création variétale moderne a conduit à une baisse de la diversité génétique. Et oui, nous l'avons démontré déjà. Nous allons chercher à explorer l'effet de cette homogénéisation génétique sur les défenses de la plante face aux multiples ravageurs qui peuvent potentiellement l'attaquer. Alors, quels sont ces ravageurs ? Eh bien, il y en a beaucoup. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, des nématodes du sol, des insectes phytophages, etc., etc. Donc, au cours de leur évolution, en fait, certaines molécules organiques végétales jouent un rôle dans la défense des plantes et ces molécules ont été sélectionnées. Les pratiques agricoles ont su prendre en compte cette fragilité et trouver des stratégies, au moins partiellement compensatrices. Alors quand je vous disais tout à l'heure danger, 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 c'est parce qu'on pense à des produits qui seraient toxiques pour l'être humain et que l'on va mettre dans les plantes. La recherche agronomique joue ici un rôle fondamental ainsi que l'expertise technique des agriculteurs. Donc ce cours, comme le cours suivant d'ailleurs, vont pouvoir être l'occasion de faire découvrir un monde agricole qui est éloigné des images d'Épinal ou des clichés négatifs. Nous allons étudier deux documents. Premier document, nous allons essayer de comparer les défenses chimiques de plusieurs variétés de choux communs, le chou sauvage et deux variétés domestiquées, l'une ornementale et l'autre destinée à l'alimentation, et ceci dans deux situations. La situation témoin sera celle précédant l'introduction du prédateur, la chenille de la noctuelle du chou. Nous verrons un schéma de la structure d'un glucosinolate. Nous verrons trois photographies de choux et celle de la noctuelle que nous allons associer à une explication qui vont nous permettre de saisir le contexte afin d'ancrer notre raisonnement sur des éléments concrets. Les comparaisons vont montrer sans équivoque une capacité bien moindre des variétés cultivées à produire ces molécules en temps ordinaire, mais aussi leur incapacité à répondre de manière significative à l'attaque de la chenille, les rendant particulièrement vulnérables. Donc ça, ce sera pour un premier document, donc nous ne reviendrons pas ici sur la conclusion de ce document.
Et nous allons voir un deuxième document qui va décrire une stratégie de protection du blé contre une maladie cryptogamique, la septoriose. Aucune variété de blé n'est totalement résistante à cette maladie. De plus, la seule application de traitement antifongique, et oui c'est un champignon, n'est pas soutenable, car elle sélectionne des souches résistantes à ce parasite. Dans les deux situations, avec et sans traitement antifongique, le suivi du pourcentage de surface foliaire touchée est en faveur, nous le verrons, de l'association des 4 variétés par rapport aux monocultures, dont les effets individuels ont été agrégés pour produire un effet moyen. Autrement dit, les variétés se protègent les unes les autres. On pourra cependant noter que le traitement antifongique apporte une plus-value significative dans le cas de monoculture, mais que la diminution de la surface foliaire touchée est en proportion moins significative pour l'association des 4 variétés pouvant conduire à la décision de ne pas les épandre. Outre l'effet protecteur de l'association, elle peut-être se suffire à elle-même dans le cas d'une pluviométrie peu importante. Et oui, nous verrons que la pluviométrie est importante quant à la répartition de ces maladies. Donc la mise en relation des graphiques que nous allons étudier et d'un schéma qui décrira les 3 effets protecteurs découlant de l'association de 2 variétés sera indispensable pour expliquer les résultats observés. Alors, de quoi nous parlent ces documents? Nous avons déjà une petite idée, mais également, avant ça, essayons de dégager une problématique. Nous travaillons sur les défenses des plantes domestiques. Défense. Alors, chez l'être humain, par exemple, ou les animaux, on parle de défense immunitaire, etc. Là, on parle de défense des plantes domestiques. Quelles sont ces défenses? Déjà, on peut se poser la question. L'agriculture intensive, elle conduit à privilégier la monoculture, c'est-à-dire la culture sur de grandes surfaces de variétés très productives, génétiquement très homogènes. Ces plantes cultivées actuelles sont-elles plus fragiles que les plantes sauvages? On peut se poser la question, et deuxième question que l'on peut poser, c'est quelles pratiques culturales peuvent contribuer à améliorer leur état sanitaire. Donc nous allons voir 2 documents. Premier document, donc la défense du chou commun contre la chenille de la noctuelle. Et deuxième document que nous allons travailler, ce sont des fragilités. Des fragilités qui peuvent être compensées par des pratiques culturelles spécifiques. Donc on peut se poser la question, est-ce que les plantes cultivées actuelles sont plus fragiles que les plantes sauvages? Et quelles pratiques culturelles peuvent contribuer à améliorer leur état sanitaire si vraiment il y a des problèmes, évidemment. Donc nous avons dit, premier document, défense du chou commun contre la chenille de noctuelle. Alors évidemment, chenille, ça veut dire c'est un papillon. Papillon qui va pondre des œufs, les œufs vont éclore, des chenilles vont naître et manger le chou. Le chou commun, Brassica oleracea, existe sous une forme sauvage et plusieurs variétés ont été domestiquées. Il appartient, ce chou, à la famille des brassicacées comme le radis, le navet, la moutarde ou le colza. Ces plantes produisent des molécules de défense appartenant à la famille des glucosinolates, responsables de leur saveur amère ou piquante. Ces molécules sont toujours constituées d'une molécule de glucose et d'un groupement sulfate associé à un radical dérivé d'un acide aminé et formé d'une chaîne carbonée de longueur variable. Elles jouent un rôle défensif essentiel contre les insectes herbivores. Donc on a une structure d'un glucosinolate que vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet.
Alors, des chercheurs ont mesuré les niveaux de glucosinolate présents dans les feuilles de choux sauvages et celles de deux variétés de choux, les variétés Acéphala et Capitata, avant et après introduction dans les parcelles cultivées de chenilles de la noctuelle du chou. Donc, regardez les images sur internet du chou sauvage, de la variété de chou domestique Acéphala et de la variété de chou domestique Capitata. Et puis étudions, alors regardez au passage évidemment à quoi ressemblent les chenilles de noctuelles se nourrissant par exemple sur une feuille de chou. Observez, petite chenille verdâtre, très sympathique, mais qui mange les feuilles. Alors, nous allons étudier le graphe de la concentration en glucosinolate en micromoles par gramme en fonction de la variété du chou. Donc on rappelle le chou sauvage, la variété Acéphala et la variété Capitata. Donc on va essayer de voir, de comprendre la production des glucosinolates par trois variétés de choux avec ou sans prédateurs sur les plantes. Commençons par le chou sauvage. Sans prédateur, on a une concentration de 90 à peu près, donc 90 micromoles par gramme. Et s'il y a un prédateur, eh bien, la quantité de glucosinolate monte en flèche à 180. Donc ça veut dire on passe de 90 à 180 en présence de la chenille. Donc là, vous comprenez bien que si la chenille est présente dans le chou sauvage, eh bien, elle sera peut-être pas éliminée, mais elle sera embêtée par ce produit dont la concentration devient beaucoup plus importante. Donc, on rappelle que les glucosinolates donnent un goût amer, voire piquant. Donc les chenilles, ça ne va pas leur plaire. Et alors, vous allez évidemment vous poser la question, qu'en est-il pour les choux Acéphala, et pour le chou Capitata? Eh bien, on s'aperçoit que pour les variétés Acéphala ou Capitata, eh bien, qu'il y ait un prédateur ou pas de prédateur, le taux de glucosinolate est pratiquement le même. Alors, pour la variété Acéphala, il y a une production de 20. Donc, si on compare aux 90 puis aux 180 dans le cas du chou sauvage, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que la chenille, elle va se régaler puisque ce ne sera pas trop amer, pas trop piquant. Dans la variété Capitata, les taux sont un petit peu plus élevés et montent jusqu'à 30 à peu près, mais qu'il y ait la chenille ou qu'il n'y ait pas la chenille, la quantité de glucosinolate est pratiquement la même. Peut-être un tout petit peu plus concentré dans le cas de Capitata, mais bon, c'est très négligeable. Donc vous voyez que là, c'est bien la plante sauvage qui est plus résistante, puisqu'elle est capable de produire des molécules type glucosinolate qui ont qui donnent la saveur amère à la plante, évidemment. Alors on peut se poser la question, c'est que nous, si on mange la plante sauvage, d'abord, est-ce qu'elle est mangeable? Imaginons que oui. Mais si on donne la plante à manger à du bétail, admettons, ou même à nous, je ne vous le conseille pas trop, mais ça veut dire qu'on aura peut-être une saveur amère et piquante s'il y a eu une invasion par les chenilles. Donc c'est pas trop à conseiller. Par contre, pour Capitata et Acéphala, bon là, on n'a pas de saveur amère puisqu'il n'y a pas un taux très élevé de glucosinolate, mais quand même. Voilà. Donc voilà pour le document numéro 1. Ce qui est sauvage est plus protégé que ce qui n'est pas sauvage.
c'est-à-dire qui est domestiqué. Ensuite, essayons de voir, donc, dans le document numéro 2, donc, des fragilités qui peuvent être compensées par des pratiques culturales spécifiques. Alors, il existe une maladie que l'on appelle la septoriose, qui se manifeste par des lésions qui affectent les feuilles et les épis de blé. Le blé tendre, utilisé en boulangerie et en pâtisserie, existe sous la forme de nombreuses variétés présentant des sensibilités spécifiques à différents champignons parasites à l'origine de maladies telles que les rouilles jaunes et brunes, l'oïdium ou la septoriose. Aucune variété n'est totalement résistante à l'un de ces agents. Le recours aux pesticides antifongiques favorise les champignons résistants, entraîne une baisse de leur efficacité dans la durée également. Des essais menés par l'INRA ont cherché à évaluer la pertinence de cultiver une association de 4 variétés de blé sur une même parcelle pour réduire la progression d'une de ces maladies, la septoriose. La période de risque, qui dure de mars à juin, est fonction de la pluviométrie. Selon la gravité de l'attaque, les pertes de rendement sont estimées entre 15 et 20 quintaux par hectare en cas d'infestation modérée et jusqu'à 50 quintaux par hectare en cas de forte infestation. Alors, essayons de voir l'évolution des surfaces foliaires présentant les symptômes de la septoriose, c'est-à-dire lorsque les plantes sont non traitées et lorsque les plantes sont traitées. Premier cas où les plantes ne sont pas traitées. On regarde la surface foliaire atteinte par la septoriose en pourcentage en fonction de certains mois, en partant du 27 mai pour arriver au 1er juillet. Sachant que un peu après le 3 juin, 3, 4, 5 juin, il y a eu un épisode pluvieux, donc début juin 2010. Et nous ferons pareil, donc la même étude tout à l'heure, en fonction de lorsque les plantes sont traitées, en fait. Donc, même cas de figure, mais un cas de figure où les plantes ne sont pas traitées et un cas de figure où les plantes sont traitées. Alors, surface foliaire en pourcentage, surface des feuilles atteintes par la septoriose, eh bien, jusqu'au 10 juin, alors que l'épisode pluvieux a été début juin, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infestation par le champignon, par la septoriose. Et puis, à partir de ce 10 juin, il y a une augmentation de la quantité de feuilles atteintes par la septoriose dans les parcelles en monoculture. Donc, il a été fait une moyenne des cultures pures de 4 variétés. Et on s'aperçoit qu'il y a jusqu'à presque 30%. Donc au départ, il y avait 0% le 10 juin, mais à partir du 10 juin, dans ces monocultures, la quantité de feuilles atteintes par la septoriose a augmenté de plus en plus pour atteindre une valeur d'une trentaine de pourcentage, de 30% à peu près le 1er juillet. Donc vous voyez, entre le 10 juin et le 1er juillet, attaque du champignon, sur les feuilles évidemment, la septoriose s'est mise en place et 30% sont atteintes. Alors que cette attaque ne se fait qu'à partir du 17 juin sur les parcelles sur lesquelles il y a eu une association de 4 variétés, alors à titre indicatif Baroque, Beauregard, Auxébeau, Trapèze. Et puis, donc à partir de ce 17 juin, attaque de certaines feuilles, et le 1er juillet, la surface des feuilles atteintes était en pourcentage de 10, avait un pourcentage de 10. Donc on voit que dans les monocultures,
l'attaque est beaucoup plus prépondérante que dans les cultures où il y a une association de 4 variétés dont certaines sont plus ou moins résistantes. Donc on voit bien que c'est plus avantageux de mettre 4 variétés ensemble sur une même parcelle plutôt que faire une seule variété sur une grande parcelle. Donc ça veut dire que les plantes se protègent les unes les autres. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Donc il y a 3 effets: effet dilution, effet barrière et effet de prémunition. On verra ça tout à l'heure. Donc n'oublions pas que... Alors, n'oublions pas, mais passons maintenant à la surface foliaire atteinte par la septoriose en pourcentage lorsque les plantes ont été traitées par des antifongiques. Donc, on part du 27 mai pour arriver au 1er juillet. Et sachant que début juin, il y a eu un épisode pluvieux, donc en début juin 2010. Il ne se passe rien jusqu'au 17 juin. Alors que tout à l'heure, il ne se passait rien jusqu'au 10 juin, et que à partir du 10 juin, pour les monocultures, l'attaque avait commencé, et seulement l'attaque avait commencé à partir du 17 juin pour les associations de variétés. Et là, on n'a rien jusqu'au 17 juin, comme pour le cas précédent, les 4 variétés qui étaient ensemble et qui se protégeaient. Et puis, en même temps, concernant les monocultures, eh bien, l'attaque a commencé également à partir du 17 juin et puis a augmenté jusqu'à obtenir environ 13% de surface foliaire atteinte. Donc, ça veut dire que les antifongiques ont agi automatiquement on est passé de 30% de feuilles atteintes lorsqu'il n'y avait pas de traitement antifongique à 10%, 12-13% d'attaque de feuilles lorsqu'il y avait un traitement. Donc on a quand même un écart d'une vingtaine de pourcents, d'une vingtaine de pourcents, de 20% à peu près. Il y a une différence de 20% entre le non-traitement et le traitement. Donc voilà, on pourrait penser évidemment que les antifongiques sont bénéfiques. Bon, maintenant, concernant les espèces où il y avait 4 variétés qui se protégeaient, eh bien, on obtient une surface de feuilles qui est même pas de 10%. Donc ça veut dire que même sur les associations de variétés, sur les parcelles contenant des associations de variétés, les antifongiques ont quand même agi un peu, mais pas plus que ça, quoi. Puisqu'on est passé de 10% à peu près à 8%. Donc on a perdu 2, 3, 4% à peu près. Bon, c'est relativement négligeable. Quand même. Donc ça vaut peut-être pas le coup de traiter par des antifongiques les variétés où il y a, les associations de variétés, les parcelles où il y a des associations de variétés. Alors après, quand on fait des monocultures, les agriculteurs vont dire, bah ouais, on passe quand même de 30% à, allez, on va dire 10%, on perd 20%, enfin on gagne 20% de feuilles, puisque 20% de feuilles ne sont pas atteintes, 20% de feuilles en plus ne sont pas atteintes. Alors, donc là on voit clairement les choses. Alors maintenant on a dit tout à l'heure que l'association de 2 variétés, l'association de variétés permettait 3 effets, d'obtenir 3 effets importants, l'effet dilution, barrière et effet prémunition. Étudions le cas où il y a une association de 2 variétés, l'une sensible et l'autre résistante, qui permet de limiter le développement de maladies infectieuses. Donc on a une association de 2 variétés. Que se passe-t-il? Eh bien, on constate, comme je le répète, qu'il y a 3 effets: dilution, barrière, prémunition. Premier effet, effet dilution. Eh bien, cultivés en association avec une variété résistante, les individus sensibles sont plus loin les uns des autres. Donc,
ça veut dire que la propagation de l'agent pathogène est donc ralentie. C'est ce que l'on appelle l'effet dilution. Deuxième effet, c'est l'effet barrière. La présence entre les individus sensibles de sujets résistants qui font obstacle et piègent les agents pathogènes protège ainsi les plantes sensibles. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet barrière. Et troisième effet, c'est l'effet prémunition. Donc en abritant une diversité d'agents pathogènes de virulence variable, les plantes résistantes peuvent déclencher chez les plantes sensibles des mécanismes de défense pouvant les protéger d'attaques ultérieures, y compris de pathogènes plus virulents. Donc c'est ce que l'on appelle l'effet prémunition. Alors, nous allons essayer maintenant, et si vous voulez, répondre aux problèmes, petits problèmes suivants et petites questions que je vais vous poser, essayer de la résoudre tout seul. Je vais vous donner bien entendu la correction. Donc pour comprendre le lien entre domestication, défense des plantes et pratiques culturales, je vous propose de réfléchir sur la proposition des hypothèses permettant d'expliquer les différences observées entre les choux domestiques et les choux sauvages concernant leur capacité à se défendre contre les prédateurs. Alors, bien entendu, nous avons compris qu'il y avait un effet protecteur vis-à-vis, par exemple, de la septoriose, effet protecteur joué par l'association de 4 variétés de blé. Alors, essayons maintenant, puisque vous avez sans doute essayé de résoudre ce mini-problème, voici la correction. Donc, le premier document, il a permis de mettre en évidence la vulnérabilité des variétés cultivées de choux face à un prédateur par rapport à la forme sauvage. Elle permet de constater que la domestication s'est faite au détriment des capacités de la plante à produire de grandes quantités de glucosinolates et également de sa capacité à augmenter cette production en présence du prédateur. Des hypothèses explicatives peuvent ainsi être émises. Quelles sont ces hypothèses? Première hypothèse. Les glucosinolates sont responsables de la saveur amère et piquante du chou. Or, ces saveurs sont peu appréciées de la plupart des consommateurs. Le processus de domestication de la variété Capitata a probablement cherché à sélectionner les phénotypes les plus faiblement producteurs de ces molécules, rendant ainsi le métabolisme des glucosinolates moins efficace. Une autre pression de sélection négative a pu opérer sur la capacité à augmenter la production de glucosinolates suite à une prédation. Une hypothèse de sélection indirecte, la sélection d'autres traits ayant pu se faire au détriment de la capacité à synthétiser les glucosinolates. Deuxième hypothèse, c'est dans le cas de la variété Acéphala ornementale, la sélection de traits responsables d'une coloration vive des feuilles centrales a pu se faire au détriment du métabolisme des glucosinolates. Et troisième et dernière hypothèse, on pourrait peut-être en faire d'autres, dans les deux cas, la sélection de la capacité à produire en plus grand nombre des feuilles élargies, très communes et plus charnues, a pu aussi se faire au détriment du métabolisme des glucosinolates. Donc, à travers ces deux documents, donc concernant les défenses du chou contre la chenille de Noctuelle et concernant donc d'autre part les fragilités qui peuvent être compensées par des pratiques culturales spécifiques, eh bien, nous avons répondu aux problèmes donc correspondant aux défenses des plantes domestiquées, donc domestiquées entre guillemets. Donc nous avions posé comme problème, les plantes cultivées actuelles sont-elles plus fragiles que les plantes sauvages? Quelles pratiques culturales peuvent contribuer à améliorer leur état sanitaire? Nous n'allons pas redévelopper évidemment la réponse. Le cours est terminé. Merci. Alors ça c'est pour la petite photo finale.
Bon, allez, j'arrête de rire.